Et on se retrouve après ce point nécessaire sur l'histoire de la remigration. J'ai le plaisir d'accueillir pour une nouvelle table ronde Clément Martin, militant de Génération Identitaire depuis sa création. Il a participé à l'organisation de l'action Defend Europe et aux opérations les plus spectaculaires de ce mouvement. Il fait partie des porte-paroles et s'occupe également de la communication. On a également Thaïs Descuffon qui est à ma droite. Bonjour. Elle a 21 ans, c'est une jeune militante, mais depuis plusieurs années déjà, elle s'est faite connaître durant l'action Place de la République le 13 juin 2020 et des militants avaient déployé une banderole sur les toits face aux racailles du comité Adama. Sa vidéo avait dépassé alors le 1 million de vues et son compte Instagram qu'on vous encourage à aller suivre, chers téléspectateurs, approche les 10 000 abonnés. Et puis enfin, on a pour Génération Identitaire Jérémy Piano qui est également présent depuis la création de ce mouvement. Il a participé à toutes les actions du mouvement et il est désormais le porte-parole officiel et il donne des conférences historiques à travers la France et l'Europe. On a également pour cette table ronde qui est présent avec nous Michel Geoffroy. Bonjour. Qui est intervenu tout à l'heure au pupitre que vous connaissez donc déjà. Est-ce que la remigration, elle est nécessaire aujourd'hui et comment est-ce qu'elle s'est popularisée ? Très bien. Alors, le concept de remigration, c'est un concept qui vient en réponse à la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. Avant, lorsqu'on tentait de parler d'inversion des flux migratoires, du fait que ce n'était pas théorisé, conceptualisé, on se heurtait souvent à du mépris, voire à l'incompréhension. Et donc, les identitaires ont mis un point d'honneur à développer un concept qui théorise le retour au pays d'une majorité d'émigrés sur la terre de leurs ancêtres. Donc, on en a parlé dès 2011, soit un an après la théorisation du grand remplacement. Et nous avons constaté que ni l'assimilation ni l'intégration n'étaient des réponses crédibles suite à 40 ans d'immigration massive. L'assimilation et l'intégration qui ont été défendues tant par la gauche que par la droite ne sont en fait que des aménagements à la société multiethnique et ne mettront certainement pas fin à notre remplacement. Donc pour mettre fin à cette société multiculturelle et à notre remplacement, la solution qui doit être mise en place, c'est la remigration. Donc, vous venez de nous expliquer pourquoi est-ce que la remigration était nécessaire. Maintenant, est-ce que vous pouvez insister sur comment est-ce qu'elle s'est popularisée finalement, cette idée de remigration ? Bien, très bien. Dès 2011, nous avons développé ce concept et nous avons fait énormément d'initiatives. Nous avons utilisé le terme dans nos interviews. Nous avons fait des vidéos dédiées au concept de remigration. Nous avons distribué des tracts en abondance prenons la remigration. Nous avons écrit un livre, 30 mesures pour une politique d'identité et de remigration. Et nous avons tenu en 2014 les assises de la remigration à Paris qui ont permis d'installer ce concept au cœur de la droite. Et puis, grâce à la gauche qui nous a attaqués, nous avons pu populariser à grande échelle ce concept de remigration. Alors, Thaïs, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter sur la question ? Oui, effectivement, je l'ai rajouté qu'aujourd'hui, la politique de remigration, effectivement, elle était nécessaire et qu'en fait, elle était surtout obligatoire puisque c'était la seule solution politique que nous avions si nous souhaitions faire renaître notre identité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui rend effectivement nécessaire cette remigration. Concrètement, c'est quand vous avez une ultra-violence de la part des immigrés en France. Il y a une part immigrée qui est surreprésentée dans les faits de délinquance et de criminalité. On sait par exemple qu'il y a 70% de musulmans dans les prisons françaises, ainsi que un détenu sur 5 qui est étranger. Par ailleurs, quand vous avez les minorités qui font la loi, par la création d'enclaves étrangères, empêcher la police de rentrer dans les cités ou encore imposer le port du voile islamique dans l'espace public.
que vous avez également voilà, des Françaises qui se font de plus en plus agresser par cette immigration. 52% des individus jugés pour viol en Île-de-France sont étrangers. Quand vous avez également notre peuple voilà, qui est en péril de mort, il a suffi de voir tout simplement cet été l'enchaînement de meurtres abominables qui a ensanglanté cet été. Et quand vous avez notre politique qui finalement est plus généreuse avec les autres qu'elle ne l'est avec les nôtres, par le pillage des subventions sociales, des droits sociaux et des subventions, ainsi que la tiers-mondisation croissante de notre économie. Finalement, voilà, vous avez cet ensemble de facteurs qui fait que la quantité devient qualité et qu'on ne compte plus sur les doigts de la main en réalité les méfaits de l'immigration et surtout les dangers qu'elle implique. Et cette situation, elle implique tellement une réaction politique que même Emmanuel Macron a reconnu enfin récemment qu'il existait peut-être un lien entre immigration et terrorisme islamique. Alors, bon, il va nous pondre un espace Schengen 2 qui en réalité ne répondra absolument pas aux dangers auxquels fait face notre pays. Néanmoins, ça montre quand même que sur le combat des idées, le combat politique, le spectre des mesures politiques se déplace de plus en plus vers nos solutions et finalement vers ce que nous défendons. Est-ce que, Jérémy, vous avez quelque chose à ajouter encore avant qu'on passe à la question suivante? Ouais. Et aujourd'hui, le concept de remigration a été énormément popularisé. On en discute sur tous les plateaux télé, que ce soit sur les plateaux de CNews, de BFM, de LCI. Le terme est extrêmement utilisé sur les réseaux sociaux. Tous les jeunes de droite connaissent à présent la remigration comme solution politique. Et même le concept de remigration s'est exporté au-delà de nos frontières, puisqu'il a été défendu par deux grands partis, que sont l'AfD en Allemagne et le FPO en Autriche, qui, je le rappelle, était encore au gouvernement il y a un an. Donc ce terme de remigration, il est en train de se populariser à grande vitesse. Est-ce que les Français sont prêts pour cette remigration que vous appelez ? Est-ce qu'ils sont prêts à soutenir une politique de remigration ? Je vous dirais qu'en réalité, c'est déjà le cas. Il suffit de jeter un œil à chaque sondage qui révèle que les Français pensent de plus en plus comme nous, qu'il y a une véritable hostilité de la part des Français vis-à-vis de cette immigration massive qui les met en danger, eux et leurs proches. Et en fait, notre travail, nous, je pense qu'il consiste plutôt en expliquant les mesures concrètes de cette remigration, parce que c'est quand même un terme qui véhicule beaucoup d'idées reçues, qui est assez flou quand même dans son application pour la plupart des gens. Et donc voilà, concrètement, les Français, oui, sont déjà en réalité prêts à cette politique de remigration et le réel va finir de convaincre les plus réticents, malheureusement. Je pense que les Français vont devoir être cohérents, c'est-à-dire que si jamais ils ne veulent plus effectivement de Philippe Monguillot, ils ne veulent plus d'Axel, ils ne veulent plus de Mélanie Lémé, d'Attentat de Nice ou de Samuel Paty, c'est donc qu'il faut engager cette politique de remigration. Et ce changement de mentalité, il s'effectue sous nos yeux à travers chaque sondage qui sort. Mais en fait, c'est vrai qu'à cause d'un discours médiatique dominant et immigrationniste, ainsi que des politiques sourds, on a l'impression parfois de porter un message finalement qui n'est pas partagé par l'ensemble de la population. Sauf qu'il suffit de voir le dernier sondage de l'IFOP, je crois, qui est sorti la semaine dernière, même pas, qui révélait que 55% des Français étaient contre le droit du sol et pour le droit du sang, que 78% des Français préféraient une immigration choisie plutôt que subie, et que 55% également étaient pour la suppression du regroupement familial. Donc voilà, je pense que le constat, il est sans appel. Les Français sont majoritairement hostiles à cette immigration, et puis ce qu'il manque finalement à cette majorité, c'est l'expression politique de leurs revendications. Et notre travail à nous, c'est d'amener ces revendications jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, et pour qu'il y ait une réponse et que ces mesures soient appliquées. Je pense que oui, on est la voix de la majorité, clairement. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer aujourd'hui que la remigration est faisable? Et surtout, la question qui est peut-être la plus importante, est-ce qu'elle est possible pacifiquement? Parce que déjà, elle est faisable parce qu'elle est nécessaire. Et puis après, parce que aussi, tout simplement, la situation l'exige.
l'immigration massive aujourd'hui, c'est un boulet dans absolument tous les domaines. Ça nous tire vers le bas dans absolument tous les secteurs. Et quand vous avez un boulet au pied et que vous courez le 100 mètres contre Christophe Lemaitre, vous êtes obligé de perdre. Donc il faut se délester de ce boulet. D'autre part, je pense que les mentalités des Français sont mûres. Ils sont prêts à soutenir, d'ailleurs de manière majoritaire, et on le voit dans un certain nombre d'enquêtes. Thaïs en a cité quelques-unes juste avant. Les Français sont majoritairement d'accord avec un certain nombre de propositions que nous portons. Et justement, les mesures de remigration, elles existent. On avait fait, nous, aux identitaires, un livre, 30 mesures pour une politique d'identité et de remigration. Eh bien, dans ce livre, il y a tout un ensemble de mesures qui sont compatibles avec notre arsenal juridique existant. Et donc, à partir de là, si on a d'une part une situation qui l'exige, d'autre part des Français qui sont d'accord et un programme qui existe à ce sujet, qu'est-ce qui manque finalement pour que la remigration soit mise en place? Il manque tout simplement de la volonté politique, d'avoir le courage politique, effectivement, de mettre ce programme en place. Alors après, vous pourriez me dire que effectivement, on fait partie d'un ensemble de traités, la France est membre d'organisations internationales. Pour autant, cela n'est absolument pas un frein contre lequel nous ne pourrions rien faire. Je pense que dans ce domaine, d'ailleurs, il ne faut avoir aucun tabou. Donald Trump récemment a quitté, par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On peut aussi quitter les organisations internationales qui souhaiteraient nous empêcher de mettre ce programme en route. Et puis, on peut aussi considérer, par exemple, que des organes tels que la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, on peut considérer que leur avis, maintenant, sera facultatif, ou en tout cas indicatif. On peut également faire la politique de la chaise vide. Enfin, il y a tout un ensemble de choses que nous pouvons faire à ce sujet. Et d'ailleurs, par rapport aux mesures que nous défendons, elles sont aujourd'hui, pour certaines, appliquées dans des pays aussi démocratiques que l'Australie, la Suisse, d'ailleurs, ou même les États-Unis. Parce que si vous regardez par exemple le deuxième mandat de Barack Obama, il a expulsé 2 millions de clandestins. Et donc je ne vois pas pourquoi ce qu'aurait pu faire Barack Obama aux États-Unis, nous ne pourrions pas le faire nous, en France, et plus largement en Europe. Après, il faut bien évidemment aussi considérer que à situation exceptionnelle, il faut être prêt à prendre des mesures exceptionnelles. Et là, tout récemment, on a pu voir par exemple que Gérald Darmanin essaye de nous faire croire justement qu'il est empêché par tout un cadre juridique et législatif de pouvoir expulser les fichiers islamistes étrangers en masse. Et donc il ne peut en expulser, nous dit-il, que 200 alors qu'il y en a 4000. Mais venant de la part d'un gouvernement qui a été capable de confiner 68 millions de Français, que ce même gouvernement ne puisse pas expulser 4000 fichiers étrangers, je pense que l'explication tient davantage au fait qu'il manque de courage politique et puis que bien évidemment il se moque de nous tout simplement. Il découvre le communautarisme. En plus, Michel Geoffroy, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter avant de laisser Thaïs rebondir. Le début de votre question est très révélateur. Je dirais, la grande politique aujourd'hui, ça consiste pas à faire des choses faciles. Nos gouvernements ne font que des choses faciles, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne font rien. La grande politique, ça consiste à rendre possible ce qui est souhaitable. C'est difficile, et dans l'histoire de notre pays ou l'histoire de l'Europe, on voit que des hommes politiques auraient été capables de faire ce que personne ne pensait qu'on pourrait réussir. Donc je veux dire, c'est ça le critère de la grande politique, c'est de s'attaquer aux problèmes difficiles et pas faire, comme vous disiez, M. Darmanin, qui nous explique qu'il ne faut pas fermer les frontières parce que tous les terroristes sont français. Donc effectivement, nous sommes dans une logique où on ne fait que ce qui est possible. Quand on fait ce qui est possible, en fait, on ne fait rien en politique. Et c'est ce qui se passe, notamment sur les questions d'immigration. Depuis 40 ans, nous avons des politiques qui n'ont été incapables de faire quoi que ce soit, si ce n'est d'ouvrir toujours plus les vannes. Thaïs, vous vouliez rebondir également sur cette question. Oui, effectivement, c'est vrai que vous posiez la question que est-ce que la remigration finalement peut s'opérer de manière pacifique? Mais moi, je pense que en réalité, la question, c'est surtout de se demander est-ce que la société peut être pacifique sans une politique de remigration? Et la réponse c'est non. Quand on a une immigration massive qui prend de l'ampleur et qui, avec elle, fait exploser la criminalité, qui fait que de plus en plus de Français sont confrontés au racisme anti-blanc, que le terrorisme islamiste s'engouffre dans cette immigration et que l'islamisation gagne de plus en plus de terrain également, voilà, on comprend aisément que finalement, la question est plus de savoir si cette société peut être pacifique sans remigration et qu'effectivement, c'est la seule solution que nous avons, puisque l'assimilation, l'intégration, bon, ce sont de belles idées sur le papier. Néanmoins, on a bien vu que ça ne marchait pas, que ça ne marchait plus, que la seule politique
qu'il nous restait pour éviter cet affrontement dont on peut déjà observer les prémices, c'était la remigration, effectivement. Mais après, tout de même, la remigration ne sera pas de manière brutale. C'est quand même un ensemble de mesures qui peut s'étaler sur plusieurs années, que ce soit 10, 15, voire même 20 ans. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette remigration, il est urgent qu'on l'entame, en quelque sorte. Donc, ces mesures, il y en a même qui sont présentes dans les programmes de partis politiques français. Pas assez, je vous l'accorde. Néanmoins, voilà, ces mesures coercitives et incitatives sont favorables au retour de ces immigrés, de ces enfants d'immigrés finalement d'eux-mêmes dans leur pays d'origine. Voilà, notre travail à nous, c'est de démocratiser ces solutions, c'est de les rendre finalement incontournables de la vie politique française et une fois que cela est fait, de veiller à leur mise en application. Alors justement, Jérémy, je crois que vous vouliez revenir pour nous sur quelques exemples historiques de remigration qui se sont faits finalement tout à fait dans le calme. Oui, effectivement, on a plusieurs exemples de remigration pacifique, en tout cas non violents en tête, à commencer déjà par une mesure importante phare de la remigration qui est l'expulsion massive de clandestins de notre territoire. Et ça a été fait très récemment, ça a été fait par Donald Trump pendant ses 4 ans de mandat, qui a expulsé plus d'1 million d'illégaux des États-Unis. Et pourquoi est-ce que cela ne serait pas faisable en France? En réalité, c'est juste une question de volonté politique. Il y a un autre exemple qui a été cité tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est l'expulsion des Morisques au XVIIe siècle en Espagne. Après un siècle de cohabitation, un siècle de vivre ensemble, donc qui ne fonctionnait pas, les Espagnols en ont eu marre et ont décidé d'expulser les Morisques. Et il y a un exemple qui est encore plus important et dont on ne parle jamais, c'est un exemple totalement volontaire, un exemple de remigration volontaire qu'on a eu sur le sol français. C'est le cas de la population italienne. La population italienne était très nombreuse en France en 1870. Ils étaient 3 500 000 et en 1940, ils n'étaient plus qu'1 million. Donc il y a plus de 2 millions d'Italiens qui sont retournés dans leur pays d'origine de leur propre chef. Et donc ça nous offre de nombreuses perspectives. Dans nos mesures, nous avons tout un tas de mesures qui ne sont pas coercitives mais qui sont incitatives. Alors si 2,5 millions d'Italiens sont partis de leur propre chef, imaginez qu'aujourd'hui le gouvernement subventionne, aide au retour et incite au retour des extra-européens sur leur terre. Ça nous offre un champ de possibilités assez incroyable. Alors, quelles sont les modalités d'une possible rémigration concrètement, juridiquement? Comment est-ce qu'on fait? Socialement, moralement, comment est-ce qu'on met ça en place? Écoutez, déjà d'un point de vue juridiquement, l'inversion des flux migratoires, elle peut se faire par étapes. Vous avez notamment, on peut utiliser dans un premier temps les outils juridiques mobilisables aujourd'hui, puis si nécessaire, modifier le cadre juridique actuel. Mais disons, un gouvernement qui souhaiterait réduire drastiquement ces flux migratoires peut dès aujourd'hui arrêter de régulariser les clandestins puis les expulser, peut également réduire drastiquement les naturalisations et renforcer de façon considérable les conditions d'admission à des prestations sociales telles que l'AME. Vous pouvez également supprimer cette AME, l'abrogation du droit du sol, la suppression du regroupement familial ou encore des procédures finalement de déchéance de nationalité qui seraient simplifiées. Donc, en fait, cet ensemble de choses-là, déjà, dans un premier temps, ça enverrait un signal très fort aux pays d'Afrique et qui, finalement, aurait une baisse. Il y aurait une baisse conséquente des flux migratoires et également, finalement, arrêter cet appel d'air qui pousse de plus en plus de migrants à se ruer vers l'Europe. Tout cela, alors, sur le papier, ça peut parfois apparaître comme un parcours du combattant, mais quand on regarde finalement des pays comme les pays du Visegrad, qui font également partie de l'Union européenne au même titre que nous, ça ne les empêche pas pour autant d'avoir une politique d'immigration restrictive, très restrictive. Ensuite, socialement, comme on a pu l'évoquer, finalement, on va s'appuyer sur un soutien populaire, une volonté populaire, puisqu'on voit que les Français sont de plus en plus hostiles
à cette immigration massive. Et puis, moralement, bon, cette remigration, elle sera humaine, mais elle sera ferme. Nous, notre intérêt, c'est évidemment que cette remigration, elle se déroule pacifiquement et, si possible, même dans les intérêts des deux pays. Néanmoins, ce qu'il ne faut tout de même pas perdre de vue, c'est que la seule obligation morale que nous avons, c'est de défendre l'identité de notre peuple en priorité. Michel Geoffroy, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur cette question? Non, mais je dirais, tous les ans, il y a une remigration qui se produit, qui est que tous les jeunes maghrébins retournent chez eux passer leurs vacances. Il y a des milliers de gens qui repassent la frontière sans problème. Cette année, justement, il y a eu un problème, c'est qu'ils n'ont pas pu traverser la Méditerranée à cause du coronavirus. Et il y a eu, on a vu cet été un certain nombre de, comme on dit, les jeunes ont eu la haine parce qu'ils ne pouvaient plus retourner chez eux. Donc je veux dire, de même, rappelons-nous, il y a des milliers voire des millions de touristes qui viennent tous les ans en France et qui repartent. Il se produit des flux gigantesques. Personne n'en parle, personne ne les voit. Donc je veux dire, les flux de population aujourd'hui, compte tenu notamment des facilités de transport diverses et variées, sont faciles, existent si vous voulez. Je veux dire, donc il ne faut pas non plus, me semble-t-il, présenter ça comme une sorte de cataclysme biblique. Non, tous les ans, d'ailleurs c'est une des caractéristiques du monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui traversent les frontières pour retourner chez eux, ou venir ou partir. Donc l'exemple d'ailleurs des Italiens que vous citiez tout à l'heure est tout à fait intéressant, comme je l'ai évoqué d'ailleurs dans l'introduction. C'est le fameux retour au bled dont vous parlez, Michel Geoffroy. En attendant cette remigration, est-ce que la communautarisation d'étrangers sur notre propre terre, finalement, est-ce qu'elle doit être combattue ou saluée? Est-ce que ça permet de mieux reconnaître son ennemi ou au contraire, ça enclave les populations? Écoutez, moi je ne fais pas partie de ceux qui considèrent par exemple que finalement le port de la burqa serait une bonne chose en France parce que finalement les individus qui ont ce type de comportement, eh bien cela les empêcherait de se fondre dans la communauté nationale et donc cela bloquerait, disons, le processus de métissage. Je pense au contraire que nous sommes chez nous et qu'il est important chez nous eh bien, de défendre notre modèle et d'appliquer nos lois. Et donc je pense que politiquement, tout ce qui va dans le sens eh bien, de rappeler quelle est la limite entre eux et nous, de rappeler également qu'il y a eh bien, une frontière infranchissable et que chez nous, ce sont nos lois qui s'appliquent et que la manière qu'ils peuvent avoir de vivre, par exemple en portant la burqa, oui, est interdite sur notre sol. Parce qu'en fait, je crois que les personnes qui, font cette analyse, en réalité se trompent. Parce qu'ils considèrent finalement que le métissage serait le premier et le principal danger qui guette aujourd'hui la France. Or, bien évidemment, le projet d'une société métissée est quelque chose de problématique. Pour autant, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important et le plus urgent. Le métissage est un phénomène qui est très présent dans les médias, très présent dans la publicité également. Pour autant, dans sa réalité, ça reste relativement marginal. En revanche, je pense que le principal danger que nous courons, c'est en fait la submersion de notre peuple sous des vagues énormes d'invasion migratoire. Et le principal danger me paraît être davantage celui-ci. Et puis, moi, je suis assez gêné, si vous voulez, avec l'idée qui consisterait à dire que finalement, chez nous, nous laisserions les étrangers vivre comme s'ils étaient chez eux. J'y vois une forme de renoncement, de résignation et le renoncement, comme le disait Balzac, c'est une forme de suicide quotidien. Et donc, je pense que c'est une voie plutôt à éviter et qu'au contraire, nous devons réaffirmer avec force notre identité. Alors, quel rôle doivent jouer justement les pays étrangers dans cette remigration dont vous dénoncez actuellement le communautarisme? Et est-ce leur intérêt finalement à ces pays de récupérer leurs populations qui ont atterri en France? Peut-il y avoir une union des peuples européens face à cette problématique? À court terme, je pense que la remigration ne servira pas nécessairement les intérêts des pays africains. Tout simplement parce qu'il y a une dimension fondamentale pour eux qui est en fait que les communautés immigrées qui sont présentes en France et en Europe envoient via des flux financiers une grande partie de leur source de revenus en Afrique et que cela fait vivre un grand nombre de personnes là-bas. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de pays africains qui poussent à l'immigration de leurs ressortissants dans le but de profiter ensuite de cette manne financière.
Après, néanmoins, il faut aussi avoir le courage, je dirais, d'avoir l'humilité de reconnaître que nous n'allons pas sauver l'humanité entière et que chaque peuple est solitaire face à son destin. Et donc, il faut, je crois, revenir finalement, on peut se poser l'intérêt de la remigration pour les pays africains, mais il faut avant tout penser à l'intérêt des Européens et en revenir à des logiques qui soient, je dirais, eurocentrées. Et après, il y a des choses cependant intéressantes à faire remarquer. Stephen Smith, par exemple, qui est un universitaire assez connu, qui a écrit le livre « La ruée vers l'Europe », il démontre parfaitement dans son livre une chose cruciale, qui est que les immigrés, justement, ceux qui font la démarche d'immigrer d'Afrique vers l'Europe, en réalité, le profil type, c'est un individu qui est plutôt issu des classes moyennes supérieures et de la bourgeoisie, ne serait-ce parce qu'il faut l'argent pour payer le trajet. Les passeurs, oui. Exactement. Et donc, par rapport à cela, cela démontre déjà que le profil type qu'on nous vend habituellement n'est pas nécessairement celui qui correspond à la réalité. Et puis, il y aurait bien sûr, du coup, on s'en aperçoit avec ce fait, disons un intérêt évident pour les Africains à pouvoir fixer leurs élites en Afrique. Et là, ça pourrait entraîner des logiques de développement à plus long terme, à moyen terme et long terme, qui seraient beaucoup plus saines que celles de reposer sur la manne de ceux qui sont partis. Alors, après, les pays maghrébins, c'est un petit peu différent, puisqu'on avait pu voir, par exemple, quand il y avait eu la révolution tunisienne, que, par exemple, les prisons avaient été vidées et que les criminels et les délinquants, finalement, s'étaient retrouvés quelques semaines plus tard à Lampedusa, à Nice, et puis après un peu partout en Europe. Et donc, eux, il y avait un intérêt, je dirais, à se débarrasser de leur accueil local, en quelque sorte. Mais pour revenir à la question des élites africaines, en 2008, il y avait eu un rapport très intéressant des Nations Unies qui avait montré quelque chose d'absolument sidérant, c'était qu'il y avait plus de médecins béninois en Île-de-France qu'au Bénin. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument sidérant, d'autant plus que le Bénin a évidemment 15 fois plus besoin de médecins que la France. C'est une évidence. Et donc, il faut, de ce fait-là, je pense, penser, oui, on peut réfléchir quel est l'intérêt de l'Afrique, mais avant tout, penser à l'intérêt des Européens. Après, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que ce n'est pas en africanisant l'Europe qu'on va aider l'Afrique. Par contre, c'est comme ça qu'on va tuer l'Europe. Alors, merci Clément pour ce point, en effet. Mais en cas d'échec de la remigration, est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer quels sont les scénarios qui sont plausibles et surtout, qu'est-ce que vous recommandez aux Français ? Bien sûr. Alors déjà, je ne crois pas en l'échec de la remigration, mais je vais répondre à votre question. Mais je veux revenir sur quelque chose de très important, c'est que la remigration, ce n'est pas une variable d'ajustement, ce n'est pas une solution parmi tant d'autres qu'on aurait dans notre caisse à outils. Si on veut mettre fin à la société multiethnique, si on veut mettre fin à notre remplacement, c'est la solution de la remigration qui s'impose. Et ne soyons pas pessimistes, nous savons qu'en politique c'est une sottise absolue, regardons plutôt où on en était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, personne ne connaissait ce terme de remigration. Aujourd'hui, il est débattu partout sur les plateaux télé, il est même défendu par une grande partie de la jeunesse et par des parlementaires, même au-delà de nos frontières. Donc non, je ne crois pas à un scénario dans lequel nous n'y arriverions pas, mais vous me demandez si j'imagine un autre scénario. Tout simplement, si on n'arrive pas à imposer la remigration d'une manière ou d'une autre, de façon démocratique ou au terme de grands troubles, c'est ce qui attend les Français, c'est d'être chassés de leur terre, tout simplement. Donc si les Français veulent continuer à vivre sur la terre de leurs ancêtres, ils doivent promouvoir cette idée de remigration et ils doivent aussi soutenir tous les patriotes qui défendent cette idée de remigration. Et tous ceux qui se battent en général pour nos idées, de Jean-Yves Le Gallou à Génération Identitaire, en passant par François Bousquet et Alexandre Peset. Pour l'heure, nous sommes en train de gagner, nous sommes en train de livrer bataille, une grande bataille culturelle, et nous sommes en train de gagner. Jean-Yves Le Gallou nous a toujours alerté sur la question sémantique. Chaque jour, nous subissons les mots et les concepts de l'ennemi. Et aujourd'hui, à force de sueur et à force de militantisme, les identitaires ont réussi à imposer le terme de remigration, après que Renaud Camus et d'autres patriotes aient réussi à imposer le constat qui précédait, celui du grand remplacement. Donc ça nous prouve bien qu'on a énormément de possibilités, que nous sommes en train de gagner la guerre culturelle, et la guerre culturelle, vous le savez, c'est celle qui précède la prise de pouvoir politique.
Pour finir, je crois, comme Dominique Vénère, au réveil des Européens. Je crois qu'ils vont se battre, et que ce soit dans le meilleur des scénarios, un scénario démocratique, ou un autre scénario, celui de grand trouble, je pense que dans tous les cas, les Européens arriveront à sortir vainqueurs, triomphants de n'importe quelle situation, même les plus catastrophiques, parce qu'ils sont équipés pour, si vous voulez. Peut-être un mot pour la fin, Michel Geoffroy, pour conclure cette table ronde. Pour la fin, avant la grande transformation de l'essai. Moi, je pense que pendant très longtemps, les Européens, et donc les Français, ont cru qu'ils pourraient sortir de l'histoire paisiblement. C'était grosso modo le mythe de l'Union européenne. Sortons de l'histoire, mais vous allez voir, c'est merveilleux. On va supprimer les frontières, tout ça est fantastique. Ça va être un monde de bisounours idéal. Le problème, c'est que l'histoire n'a pas du tout évolué comme ça, et qu'aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à une certaine hostilité. Et vous avez cité Dominique Vénère, alors moi je citerai un politologue différent, c'est Julien Freund, qui expliquait qu'on ne choisit pas d'être un ennemi, c'est l'autre qui vous désigne comme ennemi. Et donc la grande erreur des Européens, c'est d'avoir pensé que, puisqu'ils aimaient tout le monde, eh bien personne n'allait les haïr. Mais c'est pas vrai, nous sommes en train de vivre où on voit que de plus en plus la haine à notre égard s'affiche de plus en plus, dans les chansons des rappeurs, etc., voire dans des actes tragiques. Donc c'est ça, nous sommes en train de vivre. Et je pense que c'est ça qui peut être un facteur de réveil. Parce que c'est vrai que l'Europe a vécu 40 ans de relative tranquillité. Le monde a commencé à changer à partir du 11 septembre, d'une certaine façon, où de plus en plus, on a commencé à se rendre compte que même la superpuissance américaine avait des problèmes. Donc nous vivons cette période de réveil. Alors le réveil peut être plus ou moins long. J'espère qu'il sera le plus court possible, et je pense que vous êtes là pour qu'il soit le plus court possible. Mais je pense que nous sommes en train de changer de paradigme. C'est fini, le monde bisounours, plus personne n'y croit. Écoutez, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous d'avoir été présents pour cette table ronde du 6e forum de la dissidence organisé par Polémia, reçu par TV Liberté. On passe à la suite maintenant. Enfant de Dieu, sale blanc de merde!